Bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au filtrage numérique. Des généralités pour commencer, juste les bases, simples, et ensuite des applications avec TIA Portal. Alors pourquoi faire ça? Eh bien généralement c'est pour éliminer des parasites sur un signal ou garder une tendance lissée de son évolution. Exemple de relevé ici, sur une entrée analogique, la lecture d'un capteur. Eh bien ça, c'est un problème classique rencontré souvent, quelle que soit la grandeur, température, pression, vitesse ou autre. Alors comment faire? Eh bien généralement, deux techniques sont utilisées, soit le moyen-âge, soit le filtrage. Si on fait un moyen-âge, eh bien on calcule la moyenne de l'entrée sur un intervalle de temps donné. Deux façons de faire, soit une moyenne fixe, si on ne donne le résultat qu'au bout d'un certain temps. Par exemple, ici, on prend 6 points, on calcule la moyenne, ensuite encore 6 points, une nouvelle moyenne, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Autre technique, c'est de faire une moyenne mobile, en recalculant cette moyenne à chaque nouvel échantillon. Donc la moyenne des 6 premiers, puis celle avec le nouveau point, mais en oubliant le dernier, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que l'on fait presque sans le savoir avec une courbe de tendance dans Excel. Démonstration. Voici mon relevé dans Excel. Je rajoute une courbe de tendance de type moyenne mobile, par exemple sur deux échantillons. On voit le résultat sur la courbe noire. J'augmente le nombre d'échantillons et là, on voit que l'effet de moyennage permet de lisser la courbe progressivement. J'augmente par exemple 10 échantillons. Alors tout naturellement, on remarquera que le premier résultat n'est trouvé que lorsque l'on a vu passer les fameux 10 échantillons. Et donc ça va générer naturellement un retard de la courbe lissée par rapport à la courbe d'origine. J'augmente le calcul de moyennage et on voit l'effet de lissage qui augmente, mais le retard qui augmente lui aussi. J'augmente, 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 j'augmente. Et donc, bien sûr, on voit le retard s'établir. Et en sens inverse, on retrouve bien sûr la courbe d'origine. Alors, quelques premières conclusions sur les calculs de moyenne. Premièrement, la notion de retard qui augmente avec le nombre de points sur lequel on fait le calcul. Deuxièmement, la nécessité de sauvegarder autant de valeurs qu'il en faut pour calculer la moyenne, ce qui peut vite poser problème en termes de ressources mémoire. Inconvénient que l'on peut éliminer en calculant une moyenne fixe, mais dans ce cas, le résultat peut être fortement discontinu et on perd l'effet de lissage en créant des créneaux. En résumé, le Moyen-Âge, pourquoi pas, tout dépend de l'application. Si je trouve un moment, je pourrais faire un petit tuto pour vous montrer comment programmer ça. Mais en attendant, passons plutôt à la technique de filtrage. Filtrage au sens électronique du terme. Dans l'esprit, c'est comme si le signal arrivait sur un montage électronique et ressortait de l'autre côté avec la forme qu'on a envie. Sauf bien sûr que le montage ici est virtuel et correspond à un calcul. Calcul qui donne un résultat appelé sortie en fonction de l'entrée, mais pas que. En plus, on va appliquer une formule qui correspond à une fonction. C'est donc l'entrée et la fonction qui permettent de calculer le résultat en sortie. Cette fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert. Et suivant ce qu'on veut faire, on prend une fonction ou bien une autre. Pour juste filtrer, comme on l'a vu avec le Moyen-Âge, on peut simplement utiliser une fonction de transfert dite du premier ordre. Premier ordre, ça veut aussi dire que l'équation n'a qu'un seul coefficient, que l'on appelle taux, la constante de temps.
La formule mathématique donnée ici, c'est la forme générale en Laplace ou en fréquence, mais pas de panique. Quand on travaille avec un programme, on l'utilise plutôt sous une autre forme mathématique, dite équation de récurrence. Ça fait pareil, c'est juste écrit différemment. Dans une équation de récurrence, la sortie S à l'instant présent, appelée n, donc sortie S de n, est calculée en fonction de ce qui s'est passé à l'instant d'avant, appelé n-1. On a donc juste besoin de connaître l'échantillon d'avant et pas besoin de garder en mémoire beaucoup de valeurs, comme avec le Moyen-Âge. Exemple ici, la valeur de l'entrée à l'instant d'avant, la sortie à l'instant d'avant aussi, permet de calculer la nouvelle valeur de la sortie filtrée, sachant que A et B sont des coefficients constants qui permettent de définir si on veut plus ou moins de filtrage. Donc conclusion, juste besoin de garder en mémoire les deux valeurs n-1, même si on doit faire un filtrage équivalent à 1 heure ou 2, peu importe la durée, il n'y aura toujours que deux valeurs en mémoire, plus bien sûr les deux coefficients A et B. Au niveau programmation, tout naturellement, la fonction de transfert va être réalisée par une fonction, fc, qui contiendra l'équation de récurrence. Cette fonction calcule la sortie en fonction de l'entrée et des paramètres. Ces paramètres sont mémorisés dans un dB global. L'appel de la fonction fc, donc le calcul, se fait de façon périodique. J'utilise un OB d'interruption cyclique pour cadencer les appels. Cette cadence définit la période d'échantillonnage, notée TE. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec les notions de FB et de DB d'instance, ou sinon aller voir sur ma chaîne les vidéos sur le sujet, eh bien on peut se poser la question si le choix d'un FB serait pas mieux qu'un FC pour la fonction de récurrence. Ça se discute en effet, mais le risque, c'est de voir se créer de nombreux dB d'instance si on réalise plusieurs filtres. Donc pour éviter de manipuler des encapsulations trop complexes, perso, je préfère la solution FC plus dB global pour travailler avec des filtres. C'est donc ce que je vais vous montrer tout de suite, à savoir le OB dont je parlais, un FC, un dB global. Juste petite astuce pour la démo, les données contenues dans le dB seront regroupées dans un seul et même type de données, spécialement créé pour cette application. On appelle ça un UDT, User Defined Data. Ça permet de simplifier les choses quand on va utiliser la fonction plusieurs fois pour réaliser différents filtres en même temps. Allez, c'est parti, démo. Nous voici dans TIA Portal. Alors je commence avec le nouveau type de données que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Je l'ai appelé UDT données filtre. Et à l'intérieur, eh bien, j'ai défini 4 champs qui correspondent aux 4 données nécessaires au fonctionnement du filtre. Taux, la constante de temps, TE, la période d'échantillonnage, et les valeurs entrées-sorties à l'instant n-1. Donc ces 4 données seront regroupées ici dans ce type de données. Type de données que je vais utiliser tout de suite pour définir mon premier filtre. Premier filtre, donc, que j'appelle filtre 0, dont les paramètres seront le type que je viens de définir, et donc ils vont contenir une valeur de taux que je vais fixer par exemple à 5 pour seconde, une période d'échantillonnage de 0,1 seconde. Pourquoi? Parce que l'interruption cyclique sera de 100 millisecondes. Et ensuite, les valeurs des échantillons d'entrée et de sortie
à l'instant d'avant. Par défaut, on commence à 0. Regardons la fonction de filtrage. Fonction de filtrage qui commence par calculer les coefficients A et B avec les formules qui sont données. Donc A et B sont des constantes qui dépendent de taux et de TE. Ensuite, l'équation de récurrence, donc le coefficient A fois la sortie à l'instant n-1 plus le coefficient B fois l'entrée à l'instant n-1. Et donc ça donne la sortie filtrée. On mémorise les grandeurs actuelles pour qu'elles deviennent les grandeurs de l'instant d'avant le coup d'après, n-1. C'est donc ces deux lignes. Et ça, c'est pas obligatoire, c'est juste un bouton pour remettre à 0 les données du filtre si on a envie. Cette fonction est appelée de façon périodique dans un OB cyclique qui exécute donc toutes les 100 millisecondes l'appel de cette fonction, qui va agir sur l'entrée analogique 0 et calculer eh bien, la sortie en fonction des données que l'on vient de voir, donc cadencée à 100 millisecondes. Dans le main, pas grand-chose, on pourrait rien mettre. Moi, je juste rajouter un bouton pour faire changer l'entrée analogique, soit de 0, soit à 100, ce qui va permettre de faire finalement un échelon 0, 100. Je vous montre ça tout de suite avec la trace. Voici donc le résultat. On voit en rouge l'entrée du filtre qui correspond au créneau. Donc j'ai appuyé sur le bouton pour faire un créneau de 100. Ensuite, j'ai relâché le bouton, c'est retombé à 0. La sortie du filtre en bleu eh bien, nous montre une évolution exponentielle, classique des filtres du premier ordre. Et on va regarder des points particuliers, justement, pour vérifier que ce filtre correspond bien à la constante de temps qui a été définie. Enfin, cette réponse correspond bien. Alors, on va placer un premier curseur au temps correspondant à la constante de temps et on vérifie que lorsque l'on mesure l'évolution de la sortie, lorsque le temps vaut la constante de temps pour moi, donc 5 secondes, eh bien on a 63% de la valeur finale, donc en théorie, ce qui est bien vérifié. Ici, 62, quelque chose. On doit vérifier également que lorsque l'on a 3 fois la constante de temps, donc 15 secondes dans mon cas, on doit être à 95% de la valeur finale, ce qui est également le cas. Autre point particulier, on remarquera les petits escaliers. Eh bien, je vais faire un zoom pour montrer que ces escaliers correspondent en effet à la période d'échantillonnage, c'est-à-dire le 0,1 seconde. On calcule la sortie à intervalles réguliers, cadencé justement avec l'OB cyclique à 100 millisecondes. Voilà, allez, je vais vous montrer maintenant comment rajouter très simplement un filtre supplémentaire. C'est très simple, il suffit que l'OB cyclique appelle à nouveau la fonction de filtrage, donc je la décale, et fasse donc un nouveau calcul. Alors je vais filtrer la même entrée analogique. Faisons simple, entrée analogique 0. Le bouton RAZ si on a envie, OK. Sur quelles données ce nouveau filtre va travailler? Pour l'instant, on ne l'a pas défini. Il faut le faire, et donc pour le faire, je vais aller dans les données de filtrage et je vais me créer bien un nouveau filtre, des nouvelles données de filtre. Donc je vais l'appeler filtre numéro 1 par exemple. Le type de données, je le choisis eh bien, comme l'autre, parce qu'on va pouvoir profiter eh bien, déjà de tout ce qui a déjà été saisi. C'est l'avantage du UDT, c'est de ne pas avoir à recréer la structure. Et donc directement, je peux donner la valeur. Je vais par exemple choisir 2 secondes et je vais
2 secondes, 2.0 c'est temps réel, 0, 1, pareil pour la même période d'échantillonnage. Je peux revenir à l'appel de la fonction et dire maintenant que les données nécessaires pour ce second filtre doivent être cherchées bien, dans mon DB à l'emplacement filtre 1 que je viens de créer. Et la sortie, je vais la nommer différemment. Je vais la nommer 2 secondes puisque c'est un filtre 2 secondes. Celle-là, je l'ai renommée en 5 secondes. Et voilà, c'est tout. C'est parti pour le test. On voit donc bien, les deux réponses. En bleu, le filtre lent 5 secondes, c'était comme celui de tout à l'heure. Et le nouveau filtre maintenant en vert, qui correspond à une constante de temps de 2 secondes, répond plus vite, c'est normal. On le voit à 63%, ça correspond bien à 2 secondes. Donc, réponse correcte. Alors, maintenant, plutôt que de tester sur un bête échelon, je vous propose de le tester sur une vraie entrée analogique pour voir vraiment l'effet du filtrage. C'est parti. Donc pour ça, dans le main, plutôt que de faire un échelon, j'ai tout mis en commentaire là pour pas que ça se fasse, je vais réaliser l'acquisition de la vraie valeur sur l'entrée analogique, donc IW64 avec la CPU que j'ai. Ensuite, j'utilise les fonctions de mise à l'échelle NormX, SquareX, voire dans d'autres vidéos, j'ai expliqué comment ça se passait. C'est très utile. Ça permet, dans mon cas, de remettre les grandeurs entre 0 et 100. Enfin, la grandeur, l'entrée analogique, entre 0 et 100 pour l'envoyer au filtre. Et donc voir ce qui se passe. Ce qui se passe avec une trace. Voici un exemple où j'ai fait une variation. Alors j'ai câblé un potentiomètre. Et donc sur l'entrée rouge, on voit une évolution de cette entrée analogique et on voit la réponse des deux filtres, soit celui en 2 secondes qui réagit plus rapidement que le 5, mais qui va moins bien filtrer les variations brusques. Là, on voit bien que tout dépend de ce que l'on veut faire, mais en tout cas, ça fonctionne correctement. Voilà, avant de vous quitter, je vous propose juste de vous montrer comment réaliser un filtre d'ordre 2. Ça ne change pas l'ossature du programme, c'est juste l'équation qui change, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'équation telle que je l'ai mis de récurrence et comme je l'ai montré, il faut changer et mettre autre chose. Je vous le montre tout de suite. Voilà, une équation avec 4 termes. Il faut donc mémoriser 4 valeurs du passé. L'entrée et la sortie à l'instant d'avant, n-1, et celle encore avant, n-2. Bon, tout ça, ça reste très léger, juste 4 cases mémoire. Les coefficients, il y en a 4 aussi, mais ils se calculent juste avec 2 paramètres, le m et le oméga 0. Donc le coefficient d'amortissement du filtre et la pulsation propre de ce filtre. Les formules de calcul, voilà, c'est cadeau. Et voici quelques exemples de réponses à l'échelon de ce type de filtre. Je vous laisse tester tout ça et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.